Bonjour. Alors, aujourd'hui je vous présente un cadeau d'anniversaire que je dois à l'ami Christophe. Coucou Christophe, l'inventeur de la Revélite. Et ce cadeau, en fait, il s'agit du troisième volume, du troisième bouquin concernant le design des vaisseaux de Star Trek, et qui concerne essentiellement ce qu'on appelle maintenant la Kelvin Timeline, c'est-à-dire la nouvelle timeline imposée par le film de J.J. Abrams de 2009, un film que je n'apprécie pas beaucoup, qui a vraiment foutu en l'air plus de 50 ans maintenant d'histoire de Star Trek. À l'époque c'était 40 ans, mais qu'importe. Suivi d'un second film, donc Star Trek 12, qui est ni plus ni moins qu'une mauvaise version de La colère de Khan, et enfin suivi d'un film qui n'est pas de J.J. Abrams, c'est tant mieux, qui est Star Trek Beyond de Justice Lin, qui a toute ma reconnaissance d'avoir enfin sorti un nouveau film de Star Trek avec les moyens actuels, moyens notamment effets spéciaux, mais qui a surtout réussi à faire un truc enfin original et juste magnifique. Je pense notamment à la station Yorktown. Et bon, cela dit, mes avis sur les films mis à part, le fait est que le travail de design sur les films en question, je les ai trouvés excellents. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer un film, on peut en aimer certains éléments. Ça peut être la musique, ça peut être les acteurs, ça peut être ici le design, et notamment les vaisseaux spatiaux. On est là pour parler de Star Trek et de ces fameux vaisseaux de la timeline Kelvin. Alors pourquoi Kelvin? Tout simplement parce que à partir du moment où il y a ce voyage dans le temps et que l'USS Kelvin est attaqué par un vaisseau romulien venu du futur, le temps est modifié, puisque en fait le père de James T. Kirk meurt. Kirk naît dans l'espace et non pas tranquillement avec sa maman sur Terre ou quoi. Donc le destin de James T. Kirk est modifié, et à partir de là tout doit être changé. Voilà. C'est un choix que je trouve à la fois audacieux et ridicule, puisque du coup strictement aucune des interactions des personnages qui suit n'est naturelle, elles sont forcées. Elles arrivent au forceps en fait, et ça n'a du coup plus aucune importance de savoir qu'il y a eu un changement, puisque visiblement tout est fait pour essayer de se rapprocher de l'interaction des personnages de la série originale sans y parvenir. Donc c'est un peu ridicule. Là où dans Star Trek Beyond, bon, il y a des trucs quand même vachement intéressants et surtout complètement original. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur le design des vaisseaux, le problème c'est qu'il a fallu réinventer Star Trek, il a fallu revoir le design de l'Enterprise, de la flotte de Starfleet, de tout cet univers-là, et le voyage dans le temps ne justifie pas tout, notamment le design du Kelvin. Et il y a quand même de sacrés problèmes qui apparaissaient déjà avec la série Enterprise, qui fait beaucoup trop moderne, beaucoup trop évolué technologiquement parlant par rapport à la série des années 60, même si la série raccroche les wagons et surtout explique tout cela et se fait pardonner largement dans la saison 4, que je vous conseille fortement, avec mes deux épisodes préférés qui concernent l'univers miroir, mais je crois que j'en ai déjà largement parlé parce que j'adore ces épisodes. Quoi qu'il en soit, donc ce bouquin, j'avais hâte de le recevoir, je viens de le recevoir. Je l'ai feuilleté un tout petit peu, je ne l'ai pas lu. Mais je tenais donc à vous faire cette vidéo, j'allais dire à chaud, tranquillement, pour vous montrer ce beau cadeau que je dois à Christophe. Donc ce que je vous propose, c'est que on voit d'un peu plus près ce qu'il en est. Alors déjà,
Rappelez que c'est des bouquins publiés à l'occasion de la publication des fiches et surtout la réalisation des miniatures des vaisseaux de Star Trek par Eagle Moss. Donc les personnes qui ont fait ces fiches et qui ont fait ces bouquins-là ont accès à des bouquins, des documents, des archives qui sont absolument fabuleuses. Et donc on va profiter un petit peu de leur savoir et de leur sagesse. Et donc c'est toujours Ben Robinson qui dirige tout cela. Et donc on va en savoir plus très très vite. Et donc le bouquin date de 2019, il vient de sortir, donc vraiment ça vient de sortir là il y a quelques jours, donc c'est de mai 2019, et le prochain à sortir, le volume 4, concernera a priori très certainement, si je me rappelle bien, les vaisseaux Klingons, mais c'est à vérifier. Quoi qu'il en soit, donc le prochain à sortir c'est en septembre, je l'attends aussi avec impatience, et il est vendu aux États-Unis quasiment 30 $. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour l'avoir éventuellement sur Amazon, et si je me rappelle bien de mémoire, ça doit faire dans les 27 €, un truc comme ça, et très sincèrement ça les vaut largement. Donc on a là un petit autocollant que je me ferai un plaisir d'enlever une fois que j'aurai fait cette vidéo, parce que là ça explique ce qu'il y a dedans, mais bon, on manque du coup deux beaux dessins de la nouvelle version de l'Enterprise, on va dire le JJ Prize. Et juste pour vous montrer que c'est donc un beau bouquin, j'allais dire de luxe, même s'il n'y a pas de dessin dessus, vous voyez, c'est quand même pas de la merde. Et donc c'est ce qu'on appelle un bouquin en dos carré collé, cousu, hein, à l'intérieur. Les cahiers sont cousus pour que ça tienne correctement, c'est entre guillemets un bouquin à l'ancienne. Donc tout débute logiquement avec le film de 2009. Et il y a énormément de choses qu'on apprend a priori là-dessus. J'ai hâte de les lire plutôt que uniquement le feuilleter. Et donc le souci, ça j'en ai déjà parlé avec la vidéo, je vous mettrai le lien là, de l'Enterprise du film de 2009, que j'ai eu grâce à mon ami Eric. Coucou Eric. Donc le kit de Revell que je trouve absolument magnifique. Et donc on constate déjà que les premiers designs prenaient encore en compte les couleurs normales des collectifs Bussard sur les moteurs Warp, à savoir rouge, en tout cas là ambré, orangé, et non pas bleu comme ça a été final dans le film. Là on a une photo donc de Scott Chambliss qui a dirigé donc le design global du film. Il a été, comment dirais-je, le bras droit de J.J. Abrams à ce niveau-là. Et ben, ces deux messieurs, je ne les félicite pas parce que le travail était fait à moitié. La passerelle est superbe, reprend les concepts de Star Trek Phase 2, c'est cool. Par contre, tourner une bonne partie du reste du vaisseau dans une brasserie pour faire steampunk, non. Voilà, je dis simplement non. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que on voit un design qui se rapproche du coup, non pas de l'Enterprise années 60, ce qui aurait dû être le cas, puisque je rappelle que l'Enterprise dans le film, en gros, il est encore sous la direction du Captain Pike. Là, il est beaucoup trop proche, en fait, des films à partir du film de 79, donc c'est l'Enterprise Refit, mais avec des moteurs un peu différents. Donc là, soi-disant, qui se rapproche du design de Matt Jeffries, qui est donc le designer original. Là, visiblement, Chambliss a fait des petits dessins pour dire, moi je veux ci, je veux ça, je veux remplacer ci, tout ça. Bon, ces choix sont ce qu'ils sont, mais on va voir avec ce qui passe là que, en gros, ils ont vraiment étudié un maximum de possibilités. Il y a des choses que je trouve plus sympas que d'autres. Celle-là, par exemple, il y a de l'idée, mais si ça avait été inversé, ça aurait été mieux. Là, il y a des trucs sympas. Là, c'est un petit peu trop exagéré. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ces formes-là, c'est que ça se rapproche de la forme de l'Enterprise qui est en warp, qui est déformé à l'image, notamment dans le générique des années 60. D'ailleurs, pour moi, l'Enterprise D est inspiré aussi de cette forme allongée, de cette forme du coup aérodynamique, si tant est que ce soit possible dans l'espace. Et donc il y avait de l'idée, mais c'est pas ça. Là, c'est franchement, on dirait des bites. Voilà, il n'y a pas d'autre mot.
C'est pas beau. Bon, là, ça fait effectivement vieux design, mais on se rapproche en fait là, encore une fois, du pont, de la passerelle en fait, du film de 79, qui donc s'inspirait de Star Trek Phase 2, on y revient. Là, soi-disant, c'est les designs de l'intérieur du vaisseau, mais je suis désolé, ça éventuellement on en voit un petit peu dans le film qui a suivi, donc avec Into Darkness, mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, ça a été filmé essentiellement dans une brasserie, ce qui était totalement ridicule. Ça, par exemple, ça c'est très clairement dans le film suivant. Hein, mais voilà. Donc du coup, bah, on le devine, pas de maquette, pas de modèle de tournage pour ce film. Le rendu n'en est pas moins excellent. Et là, on voit un modèle en 3D et qui subissait encore pas mal de changements selon les envies du moment. Mais rappelons quand même que la forme du vaisseau a quand même pas mal changé entre la première bande-annonce, le film final, donc il y a eu des modifications. Et quelque part, je dirais que c'est le défaut des films actuels, c'est-à-dire qu'on a trop tendance à pouvoir lisser les choses, modifier les choses jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est pas bien, dans le sens où, en art, si par exemple vous faites de la sculpture, selon la matière que vous utilisez, vous êtes tributaire des attributs de cette matière. Si vous utilisez de l'argile, il faut agir d'une telle ou telle façon. Prenez en compte le temps de séchage, éventuellement la mise au four ou quoi. Si vous sculptez dans du marbre, c'est pas la même chose que si vous sculptez, je sais pas moi, dans de la craie. Tout ça, ça doit être pris en compte, et surtout, ça limite entre guillemets votre créativité, mais pas tant que ça, puisque finalement, vous trouvez des solutions pour arriver à vos fins. Là, en fait, les possibilités sont infinies, les possibilités sont ouvertes, ce qui fait qu'en gros, on va dans tous les sens en même temps, et pour moi, on va nulle part. Même si le résultat final me plaît, le fait est qu'il y a des choses qui vont pas, notamment dans le film. Ils ont tenu absolument à ce que cet Enterprise soit aussi gros que l'Enterprise D, et donc du coup le côté humain du vaisseau n'apparaît pas. Et par exemple là où l'Enterprise des années 60 ne pouvait recueillir peut-être que 2 ou 3 navettes, là-dedans il y en a des dizaines. Voilà, c'est énorme, et il y a un équipage de fous qui passe de partout dans des couloirs qui ressemblent à des brasseries, c'est complètement débile. Bref, donc encore une fois, un travail à moitié fait, mais un travail tout de même. Donc là, les couleurs sont respectées, mais ça ressemble plus à, vous savez, ces espèces de lentilles qui permettent d'envoyer de la lumière bien loin depuis des phares. Ça peut vouloir faire vieux, mais pour moi c'est contre-productif, c'est absolument pas ça normalement. Là du coup ils ont rajouté ces espèces d'hélices qui pourraient rappeler des moteurs d'avions de la Seconde Guerre mondiale, tout en mettant donc cet aspect là qui était gardé sauf la couleur. Moi je trouve ça pas mal, mais ils ont complètement raté le truc, le coche. Comme là par exemple l'idée d'ouvrir ces éléments là du moteur, c'était bien trouvé, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas une fusée. Mais bon, on va pas leur demander non plus de connaître plusieurs décennies de travail et de théorie trekkienne, mais bon. Donc là, on voit justement le fameux hangar à navettes où on peut en mettre des dizaines. Hein, là, on se retrouve quand même avec facilement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'en ai déjà 10 et encore, c'est qu'une partie du hangar. Plus intéressant, le Kelvin. Par contre, là, le problème, c'est que J.J. Abrams a effectivement rempli son cahier des charges. Paramount avait demandé à ce que Star Trek devienne quelque chose de plus proche de Star Wars que de Star Trek. Ce qui est ridicule aussi. Mais du coup, on a des détails et un vaisseau qui est vraiment très usé. C'est plus proche du Faucon que des vaisseaux de Star Trek, de Starfleet. Là, c'est pas propre. Le vaisseau, il traîne dans l'espace là depuis 40 ans. Hein. Le Kelvin, pour autant, a une forme assez intéressante, mais ils sont passés par plein de concepts différents pour au final ne garder qu'une espèce de moteur qui, encore une fois, ne devrait pas fonctionner tel qu'il le montre. Ce truc-là, normalement, ne permet que de passer dans l'hyperespace. Et les moteurs à impulsion doivent être derrière. C'est deux moteurs différents.
Ça sert pas à voyager dans l'espace normal. Mais bon, donc ils ont mis juste un moteur en dessous, le secondary hull finalement au-dessus de la soucoupe, encore une fois, si tant est qu'il y a un haut et un bas dans l'espace, ce qui n'est pas le cas. Et là d'ailleurs on s'approche des moteurs à la USS Grissom, ici un petit peu plus des moteurs et des formes des films, et là de la série des années 60. Là on a une passerelle digne d'une passerelle de Bird of Prey Klingon, hein, c'est quand même pas très propre non plus. Et là c'est encore trop propre, c'est beaucoup trop propre pardon, et beaucoup trop proche de la série des années 60, c'est bien, mais là je comprendrais qu'il ne soit pas d'accord sur cette forme-là, à prendre du vaisseau. Donc en fait, il aurait fallu peut-être un entre-deux, un truc un peu plus sympa. Là, ça c'est pas mal. Mais bon, donc le fait est que la forme du Kelvin, moi, je l'aime bien, mais là, ils ont carrément fait un truc rouillé. Bof. Et la maquette vient de sortir aux États-Unis. J'ai pas encore pu me la commander parce que la maquette en elle-même n'est pas bien chère, mais c'est les frais d'envoi qui me freinent énormément. J'ai pas envie de mettre 100 € dans une maquette. C'est impossible dans mon cas actuellement. Là, c'est le Jellyfish, donc c'est le vaisseau Vulcain qui ressemble plus à rien. Donc vous voyez qu'au début, c'était quand même très organique comme design. Et là encore, on se rapproche donc de l'idée qu'avec l'informatique, on est capable de faire tout et n'importe quoi, et bah du coup c'est franchement du n'importe quoi. Le truc c'est qu'en fait quand vous faites des designs comme ça, il faut se rapprocher d'un concept ou d'un objet qui nous est familier. S'il nous est pas familier, certes il fait alien, mais il fait tellement alien qu'on n'arrive pas à l'apprécier dans sa forme, dans sa qualité, dans ses attributs, etc. Donc du coup, il ressemble à rien. On n'a aucune idée d'échelle, on n'a aucune idée de, comment dirais-je, de la façon dont est créée la matière en question, d'où ça vient, etc. Il faut une certaine logique. Et là, je suis désolé, ce n'est pas un vaisseau Vulcain du tout. Je sais pas d'où il sort, mais c'est pas un vaisseau Vulcain. Et il est sympa, il est pas mal, mais ils auraient pu quand même faire quelque chose d'un un peu plus proche de la technologie vulcaine. Et ce vaisseau-là, franchement, même dans sa version finale, j'ai du mal à l'apprécier parce que pour moi, ce n'est pas un vaisseau Vulcain du tout. Je sais pas d'où il sort, mais il n'est pas Vulcain. D'ailleurs, c'est peut-être le cas, hein. J'apprendrai peut-être dans ce texte qu'au final, ce vaisseau n'était pas Vulcain. Le Narada, donc, le vaisseau romulien, qui se disent d'honnêtes mineurs, voilà, parce que dans cet univers-là, les romuliens sont mineurs. Bon. C'est complètement ridicule aussi. Mais là, pareil, moi, même si j'aime beaucoup le design final, le truc ressemble à rien. On a du mal à en apprécier les qualités, l'échelle, etc. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça fait plus animal fantastique, issu de Jules Verne, j'en sais rien, mais bon. Bref, même la passerelle et tout... Pour le coup, ça fait extrêmement alien, mais trop alien. Beaucoup trop alien, c'est pas un truc romulien. Donc, ça, c'est une illustration que j'aime beaucoup, qui nous aurait pu nous faire croire qu'ils allaient prendre des designs qui existaient déjà. Qu'est-ce qui les empêchait d'ailleurs de le faire? Je n'en sais rien. Mais là, vous avez la soucoupe du NX-01, là, vous avez des moteurs de la série des années 60. Mais au final, on se rend compte qu'il aurait été demandé à certains designers de travailler sur des vaisseaux. Et là, il y a John Eves qui a travaillé sur certains des films de Star Trek, sur Voyager, sur Deep Space Nine. Et ce que j'aime beaucoup là, c'est que les moteurs sont typiques de la série des années 60. Là, on retrouve des éléments qui ressemblent à ce qu'a fait John Eves sur notamment le Runabout. Mais ce que je trouve très amusant, c'est cet aspect-là, avec donc un creux ici entre cette partie de la soucoupe et cette partie-là, qui rappelle étrangement le Discovery. C'est assez amusant. Et ça, je trouve ça assez cool. Ça, c'est très proche de ce qui a été fait aussi pour Enterprise. Et donc, encore une fois, rien ne se perd, rien ne se crée. Là, c'est la version finale de certains vaisseaux qu'on voit à peine dans le film. Et là, donc, ça serait les formes différentes
qu'on voit avec les soucoupes, les moteurs, etc. Avec des trucs, franchement, qui s'inspirent de pas mal de trucs qui ont été faits encore une fois dans les années 60, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas contentés de prendre ce qui, entre guillemets, existait déjà dans les designs de Star Trek pour en faire quelque chose de sympa à l'écran. Ça aurait pu être le cas là, mais bon, de toute façon, on les voit à peine, et pour le peu que j'ai vu, sincèrement, on dirait des vaisseaux qui ont des centaines d'années, qui sont très vieux, et qui, voilà, comme ici, là, franchement, ça, moi je trouve ça super laid. C'est pas Starfleet, c'est pas une organisation qui vient d'être créée avec différentes races et différentes sociétés dans l'espace. Non, ça c'est du n'importe quoi. Mais bon, l'USS Vengeance, il est assez intéressant aussi. D'ailleurs, je le trouve beau, justement, parce qu'on se rapproche de ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a des éléments trop éclatés, on va dire. Là, encore plus. Mais ce qui m'intéresse, alors là, c'est un concept art assez sympa, mais ce que moi, je trouve très intéressant, mis à part que le vaisseau est beaucoup trop gros, on empêche de faire un petit vaisseau qui soit puissant. Mais tout ce qui est montré là-dessus, donc qui est beaucoup trop proche des technologies, on va dire, de la période Picard, voire au-delà. Vous voyez comme il est gros ce vaisseau, c'est juste affreux. C'est que j'ai vu ça. Voilà, désolé, j'ai passé la page un peu trop rapidement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, ils indiquent quelles sont l'origine, quelle est l'influence de certains designs d'objets qu'on connaît. Là, donc, c'est des concept cars, c'est peut-être une Lamborghini, j'en sais rien. Là, c'est encore des bagnoles. Voilà, donc là, il y a des concepts de carrosserie de bagnoles qui, effectivement, font que le vaisseau, non seulement correspond à un vaisseau de Starfleet, correspond à ce qu'on voit dans Star Trek, mais avec des formes, avec, comment dirais-je, j'ose dire un fuselage qui nous rappelle quelque chose qu'on a peut-être déjà vu. Donc du coup, là on peut se raccrocher à ça, même de manière totalement inconsciente. Donc ça c'était sympa. Par contre, les vaisseaux Klingons, là ils parlent du Bird of Prey, là visiblement ils sont allés partout et nulle part. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y avait des concepts. Mais regardez-moi ça. Ils ont fait appel à un moment à Pierre Drolet, qui avait réinventé le Bird of Prey. Il est à la fois très proche et très différent du Bird of Prey qu'on connaît de Star Trek 3. Et c'était intéressant. Bon, pour moi, il est beaucoup trop proche d'un design qu'on aurait pu voir dans Serenity, dans Firefly, en fait, de Joss Whedon. Mais on reconnaît quand même un petit peu du design Klingon. C'est d'autant plus con que ces designs-là, des Klingons de cette période-là, on les avait déjà avec Enterprise. Donc pourquoi les réinventer complètement? Surtout que ça n'a pas l'air de pouvoir convenir à beaucoup de Klingons là-dessus, alors qu'ils débarquent presque avec une petite armée. C'est encore une fois totalement ridicule. Bon bref. Donc ils étaient certainement très contents de leur design, mais encore une fois, ça va pas. Ça va pas du tout, et ça démontre un irrespect total de tout ce qui a été inventé sur ces dernières décennies de Star Trek. Rien n'empêche d'évoluer, d'ajouter des éléments, mais de les modifier complètement et de faire des Klingons, en gros, une race qui a une partie de la planète qui est polluée, qui est irradiée, qui est ceci, n'importe quoi. Ce film, ce Star Trek 12 m'a énervé comme c'est pas permis. Par contre, le troisième film, donc Star Trek 13 quelque part, avec le Franklin, franchement génial. Là, pour le coup, on retrouve les moteurs, les designs de la série Enterprise, même les costumes, si ce n'est que j'ai été assez surpris de voir la forme qu'avait le vaisseau au départ, et même l'endroit où étaient les moteurs. Apparemment, au départ, le vaisseau devait être enfoncé dans le sable, mais c'est vrai que décoller comme ça, il aurait eu un petit peu de mal. Je préfère la façon dont il est arrivé dans la série. Donc du coup, c'est un petit vaisseau, mais il est très proche du design qu'on voit dans la série Enterprise, surtout pour les moteurs.
Et là, pour le coup, tout fait sens. Voilà, on se raccroche à quelque chose qui existait déjà, même si on ne connaît pas Enterprise, ça fait sens, c'est à échelle humaine, et ça a rien à voir avec des morceaux de brasserie. Hein, voilà, donc ce vaisseau-là, je voulais présenter en maquette l'année dernière, et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me mettre là-dessus, mais enfin il est au 1.350 certes, mais il a sa petite taille, hein. Donc ça je le ferai quand j'aurai entre guillemets et du temps et de l'espace à lui consacrer. Ce serait dommage quand même de le rater. Mais en tout cas j'aime beaucoup le vaisseau, et là au moins il est coincé sur une planète depuis peut-être 100 ans. L'aspect du USS Franklin est justifié. Là oui, là ça raconte une histoire. C'est pas juste regardez, c'est aussi vieux que dans Star Wars. Vous allez voir, vous allez aimer. Sous prétexte de copier un truc qui existait déjà, mais pas dans le même univers. Les vaisseaux de l'essaim que l'on voit donc dans ce film, là par contre, très sincèrement, dans le film, je ne sais même pas quelle forme ça a. On sait juste que c'est des petits éléments qui, une fois réunis, sont particulièrement meurtriers. Mais du coup, là, je vois des formes qui ne me rappellent absolument rien. Si ce n'est peut-être un petit peu du Star Wars, justement. Il y a des concepts assez sympas. Mais au final, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que ça ressemble à autre chose? Dans le film, j'en ai pas la moindre idée. D'un autre côté, on s'en fout. On s'en fout complètement. Ça, c'est peut-être la forme finale. Bon, très sincèrement, il est à peine visible dans le film, et à moins de faire comment dirais-je, des pauses sur certaines scènes en Blu-ray, moi en tout cas en DVD, je vois rien, c'est toujours flou ou trop rapide pour voir quoi que ce soit. Par contre, Yorktown, une merveille. C'est le meilleur morceau du film. L'arrivée sur Yorktown avec la musique c'est de Giacchino, je crois, Michael Giacchino. C'est juste magnifique, c'est du très bon Star Trek. Voilà, ça, c'est une vision du futur. Ça c'est raccord, totalement raccord. Et par contre, je m'attendais à des images de l'Enterprise qui est construit à la fin du film et qui est donc du coup différent, qui est supposé être l'Enterprise A. On le voit à peine, et je vous avoue que j'ai été extrêmement déçu parce qu'apparemment ce serait ça. Si ce qu'on voit dans le film ça correspond à ça, je trouve ça très moche, vraiment très moche. Pour moi ça va pas. Voilà, ça c'est le vieux vaisseau, ça c'est le nouveau qui est encore plus grand, mais ça non, je suis pas d'accord. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'apparemment il y aurait eu des concepts de vaisseaux qu'on ne voit pas, qui sont certainement pour le coup beaucoup trop modernes, mais j'aime beaucoup cette forme là. Ça pourrait très bien être un vaisseau du 35e 40e siècle de Starfleet ou quoi. Moi je le trouve magnifique, mais ce n'est pas raccord avec cet univers là. Et là pour le coup, là ça, je pense que c'est des vaisseaux vulcains, mais j'en apprendrai plus quand je me déciderai à le lire. Et voilà, on a fait le tour. Alors désolé encore une fois, cette présentation de bouquin est très longue, hein, presque 30 minutes, mais je tenais encore une fois à remercier Christophe pour ce beau cadeau d'anniversaire. Merci à toi. J'espère que la présentation de ce livre sur Star Trek Designing Starships avec la timeline du Kelvin vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais presque 2070, c'est juste effarant. Donc bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à vous tous, merci de votre soutien, merci de votre fidélité, et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'un nouveau livre.